notre secrétaire d'union départementale a introduit nos débats sur la question de la guerre. Je pense qu'il a eu raison. J'ai compris depuis quelques années déjà, au cours de toutes ces années de militantisme, que c'est certainement pas quand les guerres sont déclarées que les syndicats sont interdits. Parce qu'en général, quand ils déclarent une guerre, le premier truc qu'ils font, c'est d'interdire les syndicats. Que les bombes pleuvent, que le couvre-feu est déclaré, tout ça, c'est pas à ce moment-là qu'on peut lutter contre la guerre, c'est avant que ça se déclenche. Et là, je pense qu'on est dans ce moment-là, on est avant que ça se déclenche. Et donc, ça me paraît particulièrement important. Nous, donc, mon syndicat, le syndicat national des médecins hospitaliers, Force ouvrière, qui vous adresse le salut fraternel, a été amené dès le début de la dernière attaque en date sur Gaza et les bombardements sur les hôpitaux. Quand ils ont commencé à bombarder les hôpitaux, on a pris une position qui nous paraissait juste, parce que dans la charte d'Amiens, il est bien expliqué que personne ne peut dicter ses prises de position au syndicat. Donc on a décidé de faire ça. Et je raconte juste ça parce que j'en profite on a été attaqué donc, par une association de médecins israélites qui a instrumentalisé le Conseil de l'ordre pour nous attaquer sur le terrain médical, alors qu'on n'était pas sur ce terrain-là, on était sur un terrain syndical. Et je remercie la CE en particulier de l'union départementale pour le soutien clair et net. Je remercie aussi les instances de la santé qui ont fait la même chose, clair et net, qu'il y a eu pour notre défense. Et je pense que ça a contribué, ça s'est essaimé dans toute la France, ça a contribué à nous défendre. Parce qu'à l'heure qu'il est, les deux conseils départementaux de l'ordre qui ont été saisis, la Savoie et l'Isère, ont fait des rapports extrêmement prudents, voire protecteurs. Et ça a été transmis au conseil régional qui est l'instance disciplinaire. Et pour l'instant, personne. Normalement, ça va beaucoup plus vite que ça. Ça a plus d'un an, mais il se passe rien. Donc je pense qu'ils doivent être un peu sur la pointe des pieds pour pas trop nous embêter. Bon. Ça c'est bien. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais vous rapporter des discussions qui ont cours. Tout à l'heure, Salima a un peu plombé l'ambiance. Mais là, j'ai peur de la plomber encore plus. Discussion qu'il y a chez les médecins. Rapport donc avec la camarade Claire, on siège au bureau de la CME. Vous savez que la CME, c'est le Parlement des médecins du CHU. Donc c'est une quinzaine de médecins, les chefs de commission, tout ça. Donc il y a la présidente de la commission du matériel qui raconte, bon, on a fait les demandes de matériel, les chefs de service, il y en a pour 20 millions d'investissements de matériel importants. Il y a du matériel de type scanner, la circulation extracorporelle pour les chirurgies cardiaques, et je vous en passe. On a fait, au bout de la 4e commission qu'on a réunie, on a dit au mec, bah non, t'es gentil avec ton matériel, mais ça va pas être possible. On est tombé à 9 millions. Et là, on est allé voir la direction, il nous a dit, bah, vous êtes sympa les médecins, mais on n'a que 4,4 millions pour l'investissement, tout ça. Et elle dit, la présidente, ce qui n'est pas, c'est pas une révolutionnaire du tout. Hein. Elle dit, je sais pas faire, on peut pas faire ça. Donc il y a une discussion qui s'enclenche, notre camarade Claire dit oui mais il y a quand même un problème, si on ne peut pas traiter les malades, tout ça. Et la présidente de CME lui dit ah mais tu vois Claire, tu fais une réflexion là, c'est une réflexion de médecin. Elle lui dit bah excuse-moi. Et donc la discussion se poursuit, et donc j'interviens un peu plus tard en disant mais quelle peut être notre responsabilité à nous médecins si on accepte ça, si on ne fait rien et tout. Alors là ça a changé l'ambiance de la conversation. Donc ils sont partis, ils sont en train de discuter de quelle publicité ils vont faire pour le fait qu'ils vont s'opposer à l'EPRD, au vote du budget. Ça rappelle quelque chose. Et ils ont commencé à se dire que oui, ils avaient une responsabilité quand même qui pouvait être mise en cause. Et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... on a même entendu le bruit de la rue. Et donc ils ont quand même un peu flippé avec ça. Au passage, ça a permis, nos deux interventions ont permis au chef de la cancéro de dire ah bah oui, c'est vrai que ça me fait penser qu'au mois de mars prochain, comme on n'a pas fait des investissements suffisamment tôt, le PET scan, le truc pour dépister les cancers, il est en panne. Il y a 500 malades qui n'auront pas leur dépistage en temps et en heure. Et on ne sait pas les recaser. Et on ne peut pas les envoyer ni à Lyon ni à Marseille parce qu'ils vont nous dire non. Ah oui, ça pose un petit problème. Donc je raconte ça à des militants.
l'autre jour à l'UL. Et ils me disent, ça fait flipper ce que tu dis. Hein. Je dis, mais camarades, réveillez-nous, ça fait 25 ans qu'on explique qu'on est en train de faire ça. Donc oui, ça fait flipper. Et donc oui, c'est le moment de se mobiliser. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Je raconte une autre conversation, et après je passe à ma conclusion. Autre conversation, hier, aux urgences, à Voiron. Je passe de temps en temps voir comment ils vont. Et ils étaient 5 médecins. C'était le moment de la relève, du soir, ça, ils disaient ça. Et donc ça a déclenché une conversation. Oui, on va quand même pas, parce qu'à Voiron, ils disent que quand ils ont 30 malades, ils ne peuvent pas voir plus que 30 malades entre 14h et minuit. Quoi. Ils refusent de voir plus de 30 malades. Bon, c'est des malades graves et tout ça. Et ils disent qu'ils ne pourront pas assurer la sécurité des malades. Et donc après, ils ferment. Et il y avait des médecins là, qui sont à Grenoble et à Voiron. Et ils disent, ouais, mais nous, à Grenoble, on ne peut pas faire ça. Donc, on accepte de voir 60 malades. Ou d'ailleurs, on accepte de prendre la garde et on sait très bien qu'on ne les verra pas tous. On sait très bien qu'on ne les verra pas tous, mais on ne ferme pas. On accepte de se mettre dans des conditions impossibles. Donc, une partie des médecins qui étaient là dit, ouais, mais ceci est incompatible avec notre déontologie médicale, vous acceptez de faire ça, c'est inadmissible et tout. Ah, c'est ça, tu dis que nous, à Grenoble, on respecte pas les règles et tout ça, tu nous insultes. Enfin, tu vois un peu l'ambiance. Ils en sont là, et ça pleure. À ce moment-là, il y en a 2 qui se sont mis à pleurer. Ça rappelle un peu l'intervention de Salima. Et donc tu fais, comment faire? Ouais, j'ai pas de solution faite là. Même si j'en ai quand même une petite. C'est que, d'abord, il faut que les médecins, les syndicats de personnel, en appellent à la population, aux élus, et qu'on arrête de rester chacun dans son couloir. Parce que c'est certainement pas les médecins, vu ce que je viens de vous raconter, qui vont s'en sortir tout seuls. C'est certainement pas les syndicats de personnel qui vont s'en sortir tout seuls. Et même s'ils étaient unis, parce que grâce, en Isère, on arrive à faire, c'est pas si facile, mais on arrive à le faire, c'est pas partout. Même nous, tout seuls, les hospitaliers, on va pas s'en sortir. Je renvoie pas à la question de la sécurité sociale derrière et des financements. Parce que en fait, le problème de l'hosto, c'est simple, hein, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Donc les directeurs d'hôpitaux, ils disent, moi, j'embauche pas. Et pour se justifier, ils disent, même si moi, je voudrais bien embaucher, elle l'a même dit, la Dirlo, en conseil de surveillance, je voudrais bien embaucher, mais je trouve pas, il y a une crise d'évocation des infirmières, les médecins, vous comprenez bien, ma bonne dame, on n'en trouve plus, tout ça. Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge que je peux facilement, étant dans les instances et tout, démontrer. Partant de ce constat, on a adressé des revendications très précises, locales, plus les revendications nationales, on a discuté en intersyndical avec 3 syndicats de médecins et 4 ou 5 syndicats de personnel hospitalier. On a eu une réunion assez extraordinaire pour aboutir au tract, j'espère que tout le monde l'a, si vous ne l'avez pas, j'en ai encore. On a abouti à ce tract. Alors la CGT et Défi, un syndicat de boîte local, on s'est mis d'accord, on a accepté tous leurs amendements. D'ailleurs, la plupart des amendements étaient justes. Il y a même une revendication que moi je ne connaissais pas là, sur la JPA. Mais ça avait l'air bon, on l'a mis. Voilà, les médecins ils ne connaissaient pas trop cette histoire. On a tout mis et à la fin ils nous disent bon, on s'est mis d'accord sur le texte, sur les revendications, on est d'accord sur tout, sauf sur le mode d'action. Parce que le mode d'action, c'était de dire oui, à l'époque on ne savait pas encore ce que ça allait donner le 5 décembre. Hein. Mais bon, peut-être que les journées d'action, ça a un peu vécu. On va partir sur le 10-11-12. Les dates, à l'époque, elles n'avaient pas été choisies complètement par hasard. Mais ils ont dit non, on n'est pas d'accord d'occuper les locaux de la direction, comme ça va être fait, et comme ça a l'air bien parti. D'ailleurs, je vous invite vraiment, ceux qui peuvent, à venir. Parce qu'on négocie des trucs avec la direction. On a obtenu des trucs, je sais pas quoi, et on a des instances. Je me dis, s'il y a un CTE ou je sais pas quoi, c'est un F3 SCT ou une instance quelconque. Mais je crois, camarades, qu'on en est plus là. Je crois que le moment des hésitations, comment ça a été dit, le moment des négociations,
l'espoir qu'une solution politique là va sortir et tout ça, je crois que c'est pas bon. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une conférence de presse, on a appelé à la population, on a déjà plein de réponses, il y a des élus politiques qui vont venir. Ceux qui veulent discuter de la charte d'Amiens, je ne veux pas être trop long aujourd'hui, mais je vous invite vraiment, je fais une publicité, à relire au moins c'est court, hein, la charte d'Amiens. Relire bien attentivement à la fin de la charte d'Amiens, que ça nous appartient quand même de nous préoccuper de dans quel monde on va vivre. Donc, il y aura des élus politiques qui vont prendre la parole, il y aura des syndicalistes qui vont prendre la parole, il y aura peut-être des collectifs de patients ou des collectifs de je sais pas quoi, il y en a qui ont répondu, et il va y avoir du monde. Et cette conférence de lundi 9 à 14h, elle va lancer l'occupation qui aura lieu 10, 11, 12. Il y a pour l'instant des inscrits, il y a un responsable par jour. Il y en a un, c'est notre camarade du syndicat SNMHFO. Il y en a un, c'est un camarade d'un collectif de Voiron qu'on connaît, qui n'a rien à voir avec l'hôpital. Et donc on mélange la population. Et je pense que c'est un truc qui va avoir un retentissement national, cette histoire. Voilà. Donc je voulais conclure comme ça, en vous appelant vraiment au maximum à organiser cette histoire-là, cette occupation. J'indique que les camarades de Beaujon à Paris, là, pour Michel Beaujon, ils ont obtenu des trucs incroyables. Hein. Alors j'ai vu toute la liste, j'ai lu rapidement dans la presse, et ils ont obtenu des aides-soignantes en plus en neurochir, ils ont fait un cahier de revendications, tout ça. Donc à l'heure qu'il est, et je dernier truc là-dessus, vraiment dernier là. Il y a des camarades qui vont me dire ouais, mais qu'est-ce que vous avez prévu comme organisation et tout ça. Les camarades, on n'a rien prévu du tout. On va décider ensemble avec les gens qui seront là comment on continue, comment on va faire. C'est pas nous qui allons décider qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc c'est complètement ouvert. Je vous invite